plongés dans un voyage immobile, où les étoiles murmurent les secrets des anciennes merveilles. Ces joyaux d'un monde oublié qui veillent encore sur nos songes. Bienvenue dans cette histoire apaisante pour dormir. Un chemin de pierre et de lumière vers le repos. Si ce récit vous berce, soutenez-nous d'un abonnement et d'un geste d'appréciation. Le désert exhale encore la chaleur de la journée lorsque la silhouette parfaite de la grande pyramide surgit à l'horizon, pâle et nette sous la clarté lunaire. Les grains de sable tourbillonnent, effleurant des blocs de calcaire si ajustés qu'aucune lame de cuivre n'y trouverait passage. Les pierres conservent, comme des écailles de lumière fossilisées, la mémoire d'une aurore âgée de plus de 40 siècles. Chaque face, orientée vers l'une des lignes cardinales avec une précision étonnante, traduit la volonté des Égyptiens de lier leur monde terrestre à la course immuable du ciel. Les prêtres astronomes surveillaient la trajectoire de l'étoile polaire, alignant les fondations selon un axe qui devait assurer à l'âme royale un passage direct vers la demeure des dieux. À l'époque de Khéops, la plaine de Gizeh bruissait d'un chantier géant. Des équipes venues des villages du delta travaillaient par rotation saisonnière, nourries de pain, de bière et de dattes séchées. Les scribes gravaient sur des éclats d'ardoise la répartition des rations, organisant des cohortes d'ouvriers sous des étendards colorés. Les transporteurs, pieds nus mais halés par le soleil, guidaient des traîneaux de bois enduits de graisse animale. Devant eux, d'autres répandaient de l'eau afin que le sable se compacte et réduise la friction. Lorsque la pente devenait trop raide, des rampes de briques crues s'enroulaient autour du noyau ascendant, dessinant une spirale que l'on démontait étage après étage. Les contremaîtres battaient le rythme sur des tambours de peau, synchronisant l'effort collectif pour que chaque corde, chaque levier s'actionne comme la fibre d'un même muscle colossal. Des ingénieurs contrôlaient en permanence le niveau, plaçant des cuvettes d'eau sur les assises neuves. Si le reflet des nuages restait droit, la surface était jugée parfaitement plane. L'édifice, ainsi, devenait une montagne géométrique, image terrestre du Ben-Ben primordial qui surgit selon le mythe de l'océan du chaos. À l'intérieur, les couloirs étroits résonnent d'un silence compact où l'on croit entendre encore la prière des prêtres. La grande galerie, longue comme un vaisseau retourné, mène vers la chambre funéraire dont le sarcophage granitique fut installé avant la fermeture définitive des passages. Des blocs de dégagement, coulissés sur des rainures, vinrent obturer les boyaux, dissimulant à jamais la voie que l'âme royale devait emprunter. Les linteaux géants des chambres de décharge, empilés sur 5 niveaux, diffusent la pression comme des voiles rigides, prouesse de statique qui surprend encore les ingénieurs modernes. Sous le revêtement originel, jadis poli comme un miroir, la pyramide flamboyait au lever du soleil, renvoyant un éclat visible depuis les oasis distantes. Certains voyageurs grecs comparaient la masse brillante à un phare inversé, guidant l'esprit plutôt que la coque des navires. Dans la nuit claire, le sommet, surmonté d'un pyramidion couvert d'électrum, scintillait tel un astre de métal, point d'ancrage entre la vallée fertile et la voûte constellée. Cette alliance de calcul, de foi et de sueur humaine fit de la pyramide un livre de pierre où les Égyptiens inscrivirent leur conception du cosmos. Ordre, stabilité et éternité. Aujourd'hui, les vents érodent lentement les arêtes, mais la structure demeure, insensible aux révolutions des empires. Les chercheurs décèlent dans ces proportions un dialogue entre la circonférence de la Terre et la distance au Soleil. Peut-être fruit du hasard, peut-être témoignage d'un savoir perdu. Quoi qu'il en soit, l'édifice se dresse toujours comme une énigme muette,
invitant chaque génération à y projeter ses rêves et ses théories. Et lorsque les premières lueurs de l'aube peignent de rose les pierres anciennes, on sent presque vibrer, sous la surface refroidie, le battement d'un cœur de granit, preuve que la volonté humaine peut, un instant, se mesurer à l'infini. Le fleuve Euphrate serpente dans une plaine brûlante lorsqu'apparaît, telle une vision d'eau et de feuillage, la silhouette verdoyante des jardins suspendus. Sous un ciel où la poussière danse comme une brume d'or, les terrasses de briques goudronnées s'élèvent, portées par des voûtes massives qui défient la lourdeur de la terre. Des escaliers de calcaire s'enroulent parmi les racines aériennes de cyprès et de dattiers. Chaque palier offre l'ombre parfumée de treilles fleuries, abritant jarres de porphyre où l'eau clapote doucement. Les maîtres des eaux, scribes du palais, consignent le débit des vis hydrauliques que des esclaves actionnent jour et nuit. Sans cette noria continue, la cascade végétale se flétrirait en un souffle. On dit que Nabuchodonosor fit ériger ce paradis pour Amytis, nostalgique des montagnes herbues qu'elle laissa derrière elle. Les ingénieurs, inspirés par les zigouras sacrés, empilèrent couches d'argile, de plomb et de roseaux pour imperméabiliser les dalles. Puis ils déversèrent des tonnes de terre venues des vallées lointaines où poussent styrus, tulipes et safran. L'air brûlant de Babylone se rafraîchit alors au contact d'une bruine constante, condensée sur les feuilles larges des figuiers. Des ponts de pierre relient les terrasses, si bien que l'on chemine dans une forêt suspendue où chants d'oiseaux et clapotis d'eau couvrent le tumulte citadin. Oh! Les prêtres astronomes viennent parfois observer le ciel depuis l'étage le plus élevé. Là, entre deux palmiers, ils dressent leurs tablettes d'argile et tracent la course de Vénus, cherchant à corréler les éclipses avec les récoltes d'orge. Le jardin devient un observatoire où la nature sert de cadran limpide. La floraison du grenadier annonce la crue. La mue du martin pêcheur préfigure l'hiver doux. De nuit, des torches aromatiques projettent une lueur tremblante sur l'eau qui s'écoule le long de rigoles incrustées de coquillages nacrés. Des musiciens, embusqués sous les voûtes, pincent des cordes d'oud, mêlant leurs arpèges aux murmures continus, déchaînent à saut. Pourtant, la science et la poésie ne suffisent pas. Il faut aussi la logistique d'un empire pour maintenir vivant ce colosse végétal. Des caravanes montent sans relâche depuis les provinces. Elles livrent semences rares, engrais de nénuphars séchés et bois précieux pour remplacer les linteaux rongés par l'humidité. Les scribes, installés dans de petites salles ouvertes sur les bassins, notent le moindre changement de couleur des feuilles, car un verger malade annoncerait un mauvais présage pour la dynastie. Ainsi, le macrocosme du jardin reflète la santé politique du royaume. Si l'eau cesse de couler, c'est que la justice du roi a été rompue. Oh, dans la cité basse, les conteurs vendent des tablettes gravées de reliefs représentant le palais de verdure. On les échange contre du cuivre ou du parfum, preuve que la beauté est aussi monnaie. Des voyageurs grecs, fascinés, emportent l'histoire vers l'ouest, où elle se gonfle d'emphase et de détails merveilleux. Arches de lapis-lazuli, lions domptés abreuvant leurs crinières sous des cascades froides, pivoines géantes cristallisées par la rosée, peu importe qu'ils exagèrent. Chaque version fait pousser de nouvelles branches au mythe, comme si les contes imitèrent la croissance organique du lieu qu'ils décrivent. Lorsque les nuages d'orage se massent au-dessus du Tigre, la foudre illumine les terrasses, révélant l'architecture cachée de poutres de cèdre et de poutrelles de cèdre rose. Durant ces rares pluies, l'eau ruisselle en nappes argentées, transformant l'escalier central
en cataractes rugissantes qui chantent avec éclat dans la nuit. Les serviteurs dispersent alors des pétales de lotus sur le dallage afin que la fragrance se mêle à l'odeur fraîche de terre mouillée. C'est un hommage aux divinités fluviales censées renouveler la force des canaux. À l'aube, la brume s'élève, voilant brièvement l'ensemble d'un rideau opalescent. La reine, depuis sa loggia, contemple ce nuage suspendu où percent les pointes sombres des cyprès. Dans ce silence de perles, elle retrouve peut-être la sérénité des collines natales. L'architecture devient alors acte d'amour, pont entre deux géographies et deux cœurs. Et s'il ne reste plus trace visible de ces terrasses aujourd'hui, chaque rosée sur une feuille de lierre porte encore un reflet de leur éclat, rappelant que le génie humain peut inventer une montagne fertile là où la nature n'avait semé que la poussière. Le soir tombe sur les collines boisées d'Olympie. Les cyprès sombres se détachent sur un ciel encore tiède qui se nuance de rose et d'or pâle. À l'intérieur du péribole sacré, les derniers pèlerins avancent pieds nus sur la poussière fine, leurs pas rythmés par le souffle assourdi des trompes d'airain annonçant la fermeture du sanctuaire. Les ombres allongées des colonnes doriques glissent sur les dalles comme des doigts de marbre, guidant les voyageurs vers la cella où repose le Dieu. Là, un parfum d'encens et de résine emplit l'air, mêlé aux notes herbacées des oliveraies alentours. Chaque respiration semble absorber un fragment d'éternité. Au centre de la salle règne Zeus, haut de 12 mètres, assis sur un trône de cèdre incrusté d'ébène et de pierres semi-précieuses. L'ivoire lisse de ses bras reflète les lueurs tremblantes d'innombrables lampes à huile. Tandis que ses draperies d'or captent la moindre étincelle et l'enflamment comme une braise vivante. Phidias, pour parvenir à cette fusion de chair immobile et de lumière mouvante, a conçu une ossature de poutre soigneusement ajustée, puis a appliqué des plaques d'ivoire polies pour suggérer la peau et des feuilles, d'or repoussé pour figurer les plis du manteau. Chaque lamelle est si fine qu'au plus fort de l'été, on perçoit, dit-on, la statue respirer. L'ivoire se dilate imperceptiblement, exhalant une fraîcheur lactée dans l'air tiède. À l'arrière de l'atelier, des bassines de nénuphars flottants entretiennent une humidité constante. Des apprentis puisent l'eau parfumée à la myrrhe et l'appliquent doucement sur l'ivoire pour prévenir les fissures. Cette attention quotidienne élève l'entretien au rang de liturgie. On oint le Dieu comme on veille un nourrisson, convaincu que le moindre éclat perdu pourrait déséquilibrer l'ordre cosmique. Dans la pénombre haute de la cella, les yeux incrustés de pâte de verre teintent l'ombre d'un éclat bleu-vert. Il semble suivre le visiteur et l'accueillir dans un silence vibrant où se mêlent respect et douceur. Le temple qui abrite ce prodige est lui-même un poème de pierre. 34 colonnes cannelées supportent un entablement décoré de scènes guerrières. Mais la sculpture la plus subtile apparaît sous la corniche. De minuscules fresques peignent les saisons qui nourrissent l'oliveraie sacré. À la pleine lune, la façade blanchit d'une lueur mate, renvoyant vers la statue intérieure une clarté diffuse qui accroît encore l'impression d'irréalité. Chaque détail, des chevrons peints en bleu profond jusqu'aux dalles lissées par des générations de sandales, fait de l'édifice un écrin où rien n'est laissé au hasard. Lorsque les jeux s'ouvrent, une procession de prêtres frappe le sol de leurs bâtons myrteux. Ils portent des amphores pleines d'huile parfumée destinées à alimenter les lampes autour du trône. La foule reflue en un murmure contenu. L'air se charge d'arômes de thym brûlé et de cire chaude, tandis que des holos modulés
escortent la montée du jour. Les athlètes, encore couverts de sable et de sueur, s'introduisent un instant pour saluer le dieu. La torche qu'ils brandissent projette des ombres titanesques qui dansent sur les parois, transformant le sanctuaire en théâtre d'ombres héroïques. Pour beaucoup, Zeus n'est plus seulement une effigie. Il devient la représentation palpable d'une harmonie universelle. Les philosophes, accoudés aux colonnes extérieures, débattent de la proportion idéale qui guide la main de Phidias, voyant dans la composition une géométrie secrète mêlant carré humain et cercle divin. Sous cette voûte de bois, la sculpture semble dépasser la matière. Elle se mue en idées qui traversent les siècles et rappelle à l'homme ses propres capacités créatrices. Les siècles passent et les cultes se muent. À l'aube du IVe siècle, la nouvelle foi interdit les anciennes cérémonies. On démonte prudemment les panneaux d'or pour les fondre en monnaie impériale. L'ivoire, fragilisé, se fend au premier transport. Une tradition affirme que la statue fut embarquée vers Constantinople et qu'un incendie la consuma. Une autre évoque un naufrage dramatique qui la livra aux abysses de la mer Égée. Quelles que soient les versions, il ne reste que les empreintes de socle et quelques clous de la charpente. Mais les pièces frappées à son effigie, retrouvées dans les sables d'Asie mineure, témoignent encore de sa silhouette sereine. Aujourd'hui, les ruines d'Olympie s'enroulent de lierre et de trèfle. Les fondations humides exhalent une odeur subtile de terre noire après la pluie. Pourtant, lorsque le vent d'ouest traverse les colonnes brisées, certains affirment entendre un timbre grave, semblable au grondement lointain d'un tonnerre domestiqué. Ferme les yeux. Perçois cette vibration profonde. Laisse-la se mêler au rythme calme de ta respiration. Et permets au Dieu d'ivoire et d'or de veiller encore l'espace d'un souffle sur tes songes naissants. Un peu plus au sud, la lumière change. Elle se fait plus blanche, presque liquide, comme si la lune avait fondu sur les marécages d'Éphèse. Là, au débouché du Castre, se dressait un temple si vaste que ses habitants disaient entendre le battement de son cœur de marbre jusque dans leur demeure. Les chroniqueurs antiques célèbrent plus de 120 colonnes hautes comme des pins géants, leurs chapiteaux floraux s'épanouissant dans les airs. Le sol spongieux obligea les architectes à un stratagème audacieux. Entasser de larges couches de charbon mêlées à laine de mouton, formant un matelas qui absorbait chaque vibration et rendait le bâtiment étrangement vivant, respirant à l'unisson des marées souterraines. La première pierre fut posée au milieu du 7e siècle avant notre ère. Pourtant, de multiples destructions et reconstructions jalonnent son histoire, chacune plus ambitieuse que la précédente. Après l'incendie criminel perpétré par Érostrate, dont le nom, paradoxalement, survécut grâce à l'infamie, la cité rassembla marchands lydiens, artisans de Samos et orfèvres crétois pour rebâtir un sanctuaire encore plus imposant. Avec le concours financier d'Alexandre le Grand, on importa du marbre de Paros d'une blancheur de lait pour ciseler frontons et architraves. Les tailleurs de pierre représentèrent la déesse en chasse, arc levé, entouré de cerfs et de chiens. Les métopes montraient Amazone haletante, terre d'archers étincelant sous la torsion musculaire. Aïe. Chaque printemps, la ville célébrait l'Artémisia, une procession nocturne où jeunes filles, coiffées de guirlandes, parcouraient la voie sacrée jusqu'au pronaos. Des flambeaux de résine soulignaient alors l'ombre verticale des colonnes, transfigurant le péristyle en forêt lumineuse. Les prêtresses répandaient sur le dallage une pluie de pétales de laurier rose, puis entonnaient un hymne monotone accompagnant la montée lente d'encens myrteux. Le parfum amer se mêlait à l'odeur douce du miel
coulant sur les autels de pierre. Les fidèles, venant de Carie, de Phrygie ou des îles voisines, déposaient statuettes votives, armes miniatures et colliers de perles, espérant obtenir la protection de la déesse des naissances et des sentiers. Mais le temple n'était pas seulement un lieu de culte, il faisait aussi office de banque panhellénique. Les marchands déposaient leurs lingots sous la garde d'Artémis, persuadés qu'aucun voleur n'oserait profaner l'enceinte. Les registres, gravés sur des stèles dressées dans le portique nord, consignaient prêts, gages et taux d'intérêt, révélant une économie complexe adossée à la foi. Cette fonction financière attira bientôt les convoitises. On raconte qu'un satrape perse envisagea de déplacer les colonnes pour fonder un trésor militaire. Mais la population se souleva, brandissant arcs courts et frondes, préférant mourir que livrer les offrandes de la déesse. Au IIIe siècle, des guerriers goths franchirent les détroits et mirent le feu à la toiture de cèdre. Les tuiles vernissées éclatèrent comme des éclairs muets, projetant des braises sur les frises peintes. Des pluies torrentielles achevèrent l'œuvre de destruction, laissant le sanctuaire défiguré. Les derniers prêtres, convertis ou exilés, quittèrent les lieux avec les archives sacrées. Les colonnades, privées d'entretien, s'affaissèrent lentement dans la vase. Lorsque les chroniqueurs byzantins passèrent, ils ne virent qu'un étang envahi de roseaux où croassaient des grenouilles. Un unique fût se dressait encore, teinté de vert par les algues, comme si Artémis avait planté une flèche de marbre pour marquer la frontière entre souvenir et oubli. Pourtant, au solstice d'été, la pleine lune se reflète toujours dans l'eau croupie, dessinant un halo d'opale autour des ruines. Des voyageurs assurent que le vent y transporte un tintement léger, semblable à celui des clochettes offertes jadis par les pèlerins. Ferme les yeux et laisse la brume lunaire se répandre dans tes pensées. Perçois la fraîcheur humide des marécages, la caresse parfumée de la résine brûlante, et permets à la déesse de draper tes rêves de sa protection silencieuse. La brise marine emplit le port d'Halicarnasse d'un parfum d'algues et de résine fraîche, tandis que les façades blanchies des entrepôts renvoient la lumière douce du crépuscule. Les pêcheurs replient leurs filets, leur cadence lente créant un cliquetis régulier que relaie l'écho des goélands. Au sommet de la ville, juste au-dessus de la ligne des maisons, ressort une masse de pierres miroitantes. Le tombeau que la reine Artémise fit ériger pour honorer Mosol, son époux et frère, protecteur éclairé de la Carie. Conçu pour servir à la fois de sépulture et de manifeste politique, l'édifice se dresse tel un témoin immortel de l'union entre l'art grec et l'ambition anatolienne. Les tailleurs de pierre ont choisi un calcaire d'un blanc nacré, extrait non loin du mont Pénasse. Des blocs taillés comme des prismes réguliers s'assemblent sans mortier, formant un socle monumental où se déploient sur chaque face des lions couchés et des scènes d'offrandes sculptées en bas-relief. Au-dessus s'étend un portique de 36 colonnes ioniques, chacune cannelée si profondément qu'elle semble tisser des fils d'ombre dans la lumière diurne. Les tambours cylindriques, enjoints par des goujons de bronze, possèdent une base légèrement convexe, un artifice visuel appelé entasis qui corrige l'illusion d'affaissement. Entre chaque colonne, des plaques sculptées évoquent la lutte des Grecs contre les Amazones ou les Troyens, mêlant vigueur des mouvements et délicatesse de la draperie. Les maîtres d'œuvre Braiaxis et Scopas composent les visages avec une gravité presque philosophique. On distingue, dans la ride du front d'Achille ou le pli d'un coude amazone, l'hésitation d'un sculpteur recherchant l'équilibre précis entre vigueur et mélancolie. Lorsque le soleil descend,
l'ombre des triglyphes s'allonge sur la frise continue, soulignant le récit héroïque gravé dans la pierre. À la nuit tombée, des torchères fixées au chapiteau projettent sur le dallage un double jeu de silhouettes qui donne au tombeau l'aspect d'un théâtre à ciel ouvert. Au soir de la consécration, raconte la chronique, Artémise gravit lentement l'escalier processionnel qui mène à la plateforme supérieure. Ses pas résonnent dans un silence religieux, interrompu seulement par le chœur discret des prêtres louant les vertus du roi défunt. Dans la cella, le sarcophage repose sur un lit de marbre noir veiné de blanc, symbolisant l'union du jour et de la nuit. La reine verse une libation de vin parfumé et prononce des mots appris des poètes de l'Ionie, implorant la faveur des dieux pour que l'âme de Mosol navigue paisiblement sur les fleuves du monde souterrain. Le parfum de cyprès broyé se répand dans l'air tiède, se mêlant à la senteur saline qui monte du port. Autour du sarcophage, des statues d'acrotères figurent des cavaliers thraces au galop, drapés de manteaux soulevés par un vent imaginaire. Les chevaux, figés en plein élan, semblent sur le point de franchir la balustrade et de bondir hors du temps. Non, l'ingénieur qui dirigea les travaux dissimula dans le stylobate un réseau de drains et de tunnels afin de capter les infiltrations et d'évacuer l'eau de pluie. Cette précaution contre l'humidité s'ajoute à la décision audacieuse d'ériger au sommet de la pyramide tronquée un quadrige monumental. Sculpté par Léo Charès, il représente Mosol tenant les rênes d'un char tiré par 4 chevaux de marbre, leurs sabots effleurant à peine la courbe supérieure du toit. De jour, la lumière du littoral se reflète sur leurs flancs polis. De nuit, la lune confère à la pierre une translucidité qui fait croire à un miracle figé dans le ciel terrestre. À chaque équinoxe, les rayons solaires s'alignent exactement avec l'axe nord-sud du monument et font scintiller l'harnachement jadis plaqué d'or, créant l'illusion d'une aube pérenne célébrant l'alliance de l'amour conjugal et du pouvoir souverain. Lorsque la Carie tombe sous l'influence de conquérants plus puissants, le mausolée devient un repère pour les navigateurs. Son profil se découpe comme une sorte de pyramide inversée dominant le port de Galère. Des scribes hellènes notent dans leur périple que la colonne de pierre sert de phare moral, indiquant aux marins qu'ils approchent d'un lieu où l'art civilise la fortune. Des générations plus tard, cependant, les séismes successifs creusent des fissures dans la base. Des végétaux s'infiltrent entre les tambours et font éclater les chapiteaux. Les chevaliers de Rhodes, fascinés par la beauté mais pressés par la nécessité, utilisent les blocs pour renforcer les murs de la forteresse Saint-Pierre. Quelques frises entières glissent alors dans l'oubli sous un manteau de crépi. Pourtant, même démonté pierre par pierre, le mausolée conserve son essence. Les reliefs expédiés à Londres, les tambours enterrés sous les figuiers, les chapiteaux immergés dans les douves du château tissent un fil invisible qui rappelle la passion d'Artémise pour un roi désormais fondu dans la poussière des siècles. À l'heure où les marchands éteignent leurs lanternes, les eaux du port reprennent un calme vitreux. On peut croire que la surface reflète encore, comme un songe, la silhouette disparue du quadrige. Ferme les yeux. Entends le clapotis régulier des vagues. Laisse monter dans ta mémoire le galop fantomatique des chevaux de marbre et permets à l'amour et à la pierre de s'unir pour veiller sur ton repos. La lumière du matin naît dans un éclat doré sur les maisons cubiques de Rhodes, tandis que le murmure du marché se mêle aux cris joyeux des matelots. Là, au sommet d'un promontoire rocheux,
le jeune sculpteur Charès de Lindos déroule un plan audacieux devant les stratèges de la cité. Ériger une statue de bronze haute comme 3 maisons empilées, afin de rendre grâce au dieu Hélios pour la lever, du long siège de Démétrios Poliorcète. La fortune provient de la vente des engins de guerre abandonnés par l'assaillant. Canons de tours, béliers et catapultes fondront dans les fours des ateliers, transmutant l'instrument de destruction en symbole de liberté. Le chantier, installé à flanc de colline, bruise de marteaux et de soufflets. 20 mètres bronziers alternent au creuset où le métal liquide rougeoie comme un soleil miniature. Char décide de construire la statue pièce par pièce, façonnant d'abord un noyau de blocs calcaires ajusté en gradins internes. Ces marches serviront d'échafaudage pendant que les plaques de bronze coulées selon la technique de Sède, la cire perdue, seront rivetées en spirale ascendante. Des charpentiers montent des poutres de cèdre parfumées, inclinées vers l'extérieur, pour soutenir les plaques jusqu'à ce qu'elles s'emboîtent solidement. Au fur et à mesure que s'élève le torse, les rampes de terre gagnent en hauteur, cachant l'œuvre à la vue du public et préservant le secret de l'atelier. Le visage d'Hélios, inspiré des canons de Lysippe, mais adouci par la main de Charès, présente un front haut où se déploie une couronne de rayons. Chaque pointe de bronze est percée afin d'accueillir en son extrémité une lamelle d'alliage orichalque qui scintille au soleil. Au lever du jour, la cité résonne de l'écho des marteaux. Les matins sont consacrés au battage des plaques pour leur donner la courbure exacte du mollet ou du buste, tandis que les après-midi, plus frais, voient fin l'assemblage des bandes autour du noyau de pierre. Les scribes consignent chaque rivet, chaque joint, afin que l'entretien futur soit facilité. Ils calculent aussi le centre de gravité pour éviter toute torsion inattendue lorsque les vents égéens souffleront. Des prêtres gravissent quotidiennement l'escalier interne qui déjà serpente jusque dans le vide. Ils versent que de l'huile parfumée sur des autels temporaires afin que le Dieu bénisse la progression du travail. Les ouvriers, eux, chantent les hymnes du soleil pendant qu'ils frappent le métal, créant un rythme cadencé qui se propage jusque dans les ruelles. Au bout de 12 années, la rampe de terre est entièrement retirée, révélant pour la première fois le Dieu éclatant. Haut d'environ 33 mètres, il se dresse sur une base rocheuse renforcée de moellons noyés dans un mortier de chaux. Son pied gauche avance légèrement, signe d'élan, tandis que sa main droite tient une torche élevée vers les navires. Des témoins rapportent que, lors de l'inauguration, la lumière rasante de l'aube embrase la torche, réverbérée par un feu cérémoniel placé à l'arrière. L'effet est tel qu'une flamme irréelle semble jaillir de la main du dieu, comme si Hélios rallumait le soleil lui-même. Au sein de la statue, un escalier hélicoïdal mène à une petite plateforme derrière les yeux du colosse. Les gardiens, de là, contemplent la mer Égée, apercevant, dit-on, les silhouettes de Chios et de Nisyros, les jours de ciel limpide. Oh, les marchands phréniens utilisent désormais la figure du dieu pour apposer leurs seaux sur les amphores de vin. L'ombre projetée par la statue couvre parfois tout le quai, devenant pour les Rhodiens un cadran solaire géant. Les astronomes gravent sur des tablettes la longueur de cette ombre, l'utilisant pour affiner leurs observations de l'écliptique. Lors des fêtes d'Hélios, on accroche des couronnes de laurier aux orteils de bronze. Les prêtres répandent du vin doux sur la base, dont les rigoles de drainage exhalent un parfum alcoolisé qui se mêle à l'air salin. Des témoignages venus d'Égypte, de Chypre ou d'Athènes se font l'écho de la stupeur que provoque la statue.
Certains poètes comparent l'ouvrage à un second soleil incarné sur Terre, un astre figé rappelant que la liberté politique peut s'élever au rang de mythe immortel. Mais la Terre, capricieuse, gronde sous la mer Égée. Une nuit d'hiver, un tremblement de terre fissure l'île. La base du colosse se fracture, transférant au châssis intérieur une contrainte démesurée. Les rivets geignent. La charpente de fer se tord avec un fracas comparable à 1000 boucliers heurtés. Au matin, la statue gît étendue sur les rochers, divisée en gigantesques fragments que les chroniqueurs décrivent comme des collines de métal. Les oracles consultés déclarent sacrilège toute tentative de reconstruction. Le dieu, disent-ils, a rappelé son image. Les morceaux restent là, rouillant lentement au gré des embruns, devenant un objet de vénération à part entière. Même démantelé, Hélios impose le silence et la réflexion. Les bergers, lorsqu'ils conduisent de leurs chèvres sur la pente, frappent le bronze du bout du bâton et perçoivent un bourdonnement grave qui s'étend dans le sol comme un écho des mouvements intérieurs de la terre. Près de 9 siècles plus tard, des marchands venus de Syrie rachètent le métal, chargeant les plaques sur 900 chameaux selon la légende. Ils fondent le bronze pour en faire pièces de monnaie et amulettes. Pourtant, la mémoire, elle, ne se fond pas. Le colosse ruiné inspire les architectes romains, les poètes arabes et les peintres renaissants. Sur les jetées du port moderne, 2 colonnes supportent aujourd'hui des statues de daims de pierre, rappel discret du géant disparu. Si l'on se place à l'extrémité de la digue, un jour de solstice, les derniers rayons d'Hélios semblent encore couronner le vide où s'élevait la tête du dieu. Un clin d'œil lumineux à la persistance des rêves. Ferme les yeux. Laisse la chaleur du soleil couchant effleurer ta peau. Imagine la torche invisible embraser l'horizon et accueille la paix qui naît lorsque l'ambition humaine se fait humble devant la majesté silencieuse du temps. Le vent marin s'élève en longues rafales parfumées d'algues et de résine, faisant frissonner les pavillons multicolores des navires qui patientent à l'embouchure du Nil. Au loin, sur l'île rocheuse de Pharos, le chantier du grand phare d'Alexandrie bruise d'une activité incessante. Des carriers déversent blocs calcaires, des ingénieurs règlent des treuils grinçants, des charpentiers ajustent d'énormes poutres destinées à soutenir les plateformes de levage. La silhouette de la tour, déjà haute comme un mastaba empilé sur un second, domine le port depuis son socle carré, bardé de bossages cyclopéens. Elle se dresse tel un obélisque gigantesque dont la pointe nargue la voûte céleste, symbole de la volonté de Ptolémée de relier la terre de Cléos à l'infini du ciel. Les ouvriers, pour la plupart égyptiens, portent tuniques de lin trempées afin de se protéger de la chaleur, tandis que des architectes grecs, calames à la main, relèvent les aplombs et contrôlent la courbure subtile des murs au moyen de fils à plomb fournis par Byzance. Les ordres se succèdent en grec, en copte et en démotique, révélant la polyphonie d'une cité naissante qui aspire à devenir foyer du savoir et du commerce. Sous la direction de Sostratos de Cnide, l'ouvrage se divise en 3 corps distincts. Un piédestal carré orné de bastions, une tour octogonale élancée, puis un cylindre coiffé d'un dôme où, dit-on, siégera une statue colossale d'Hélios. Entre chaque niveau, des corniches généreusement saillantes brisent la verticalité, permettant aux ingénieurs d'installer des galeries de service ouvertes sur le grand large. Les maçons utilisent un mortier enrichi de poudre de marbre et de chaux éteinte, liés par des agrafes de plomb fondu qui coulent dans des cavités préparées.
garantissant une élasticité précieuse face aux secousses sismiques. Le réseau interne d'escaliers hélicoïdaux suit un tracé savant, contournant des conduits de ventilation destinés à aspirer la fumée et renouveler l'air autour de la lanterne summitale. Les parois, recouvertes de plaques de granit rose dans la partie médiane, luisent déjà lorsqu'elles reçoivent les derniers rayons du soleil, reflétant sur l'eau du port des éclats qui servent de repères diurnes aux capitaines phéniciens et rhodiens. Au pied de la tour, les digues de Heptastadion canalisent les courants, formant un lagon calme où s'amarrent les nefs chargées de papyrus et d'encens. Des grues à pivot de conception macédonienne soulèvent les tambours de pierre, tandis qu'un chœur d'esclaves entonne des hymnes à Isis Pélagia, protectrice des marins, synchronisant la traction des cordages. Les responsables des travaux, manteaux de feutrine sur l'épaule pour signaler leur rang, parcourent les passerelles temporaires, vérifiant que la pente des rampes respecte l'angle calculé afin de pouvoir hisser les blocs supérieurs. Une flottille de petites barques transporte du bois d'acacia destiné à l'alimentation continue du foyer. Car il est prévu que, jour et nuit, une flamme gigantesque brûle derrière des murs coupe-vent, alimentés par des résines importées d'Arabie. Lorsque la tour aura atteint sa hauteur définitive, un miroir parabolique de bronze poli, coulé en 3 sections soudées au plomb, sera installé sur un châssis inclinable. Des prêtres astronomes ajusteront ce miroir de façon à projeter un faisceau flamboyant vers le large, visible, dit-on, à plus de 20 lieues marines. La vie se développe autour du chantier. Des tavernes se pressent contre la muraille nouvelle, vendant soupe de poisson, bière d'orge et galettes parfumées au sésame. Des scribes itinérants proposent que de graver sur des ostracas le nom des travailleurs, afin qu'ils subsistent pour la postérité. Les enfants d'esclaves jouent à lancer des cailloux dans l'eau depuis des pilotis, tandis qu'un astrologue babylonien trace au bâton, sur du sable humide, la trajectoire quotidienne de Sirius, l'étoile que la lampe du sommet imitera de nuit. Un ingénieur fabrique de petits modèles en cire pour montrer au superviseur la géométrie interne des galeries. On devine dans ces maquettes l'idée d'un édifice respirant, irrigué par des flux d'air ascendantes qui évacueront la chaleur du brasier. Au crépuscule, les ouvriers observent la douceur chromatique du calcaire qui passe du rose doré au gris perle. Ce spectacle rappelle aux plus anciens la teinte fugace des pétales de lotus qui se referment la nuit, image parfaite pour un phare dédié à l'ouverture diurne et à la veille nocturne. Les cérémonies d'inauguration se déroulent un soir de pleine lune. Autour de la base carrée, un baldaquin de toile pourpre abrite Ptolémée, entouré de philosophes, de poètes cypriotes et de prêtres d'Héliopolie. Un chœur d'enfants entonne un péant, tandis que 100 torches sont allumées simultanément, dessinant la silhouette entière de la tour dans la nuit d'encre. Le grand prêtre verse un vin miellé sur le seuil orienté vers l'île de Chypre, puis prononce une litanie remerciant les dieux d'avoir uni au même dessein savoir scientifique et puissance politique. Des porteurs gravissent alors l'escalier intérieur, leurs sandales claquant contre les dalles, et atteignent le dôme, où ils versent, dans un foyer d'airain, des amphores de résine de pin mêlées à de l'huile de pistache. En quelques instants, la flamme surgit, haute de plusieurs coudées, brassant l'air chaud. La nuit se nimbe d'un halo cuivreux qui se reflète sur les casques des marins restés sur leur navire pour assister à la naissance de ce nouveau soleil terrestre. Au sommet, juste derrière la lanterne, la statue d'Hélios, bras tendu, brandit un flambeau couvert de feuilles d'or. Les chroniques disent que lors de la première nuit, un phénomène atmosphérique inattendu projette l'ombre agrandie du dieu sur les nuées basses, créant un cercle spectral
entourée d'un arc-en-ciel lunaire. Les spectateurs, saisis par ce miracle d'optique, murmurent que Pharos est devenu non pas un simple phare, mais un trait d'union entre monde tangible et sphère divine. Dans les jours qui suivent, de nouvelles nefs affluent, cargaisons d'ivoire d'Afrique, amphores de vin d'Hispanie, rouleaux de théories astronomiques expédiés par les successeurs d'Aristote. Les scribes de la bibliothèque, dont on érige les colonnes en bordure de quartier royal, notent avec satisfaction que le trafic triplé d'Alexandrie fera bientôt de la ville la plus grande plaque tournante savante du bassin méditerranéen. Le phare devient laboratoire pour les physiciens de la mousson et pour les mathématiciens du gnomon. Ils installent au rez-de-chaussée une méridienne de bronze qui prolonge la tige ombreuse projetée par la tour. En mesurant cet ombrage chaque heure, ils en déduisent la courbure de la Terre et peaufinent la méthode d'Ératosthène. Lorsque le soleil atteint son zénith, l'ombre se contracte, révélant de petites encoches gravées sur le sol par lesquelles la poussière danse comme dans un sablier géant, mesurant le temps avec la précision du cuivre bourdonnant. Des vents puissants, nés des contrastes thermiques entre désert et mer, fouettent parfois la lanterne, mais les lames coupe-vent de pierre canalisent leur violence. Pendant les grosses tempêtes, le miroir bronze démonté et rentré dans la galerie cède sa place à une chaîne de feu plus modeste protégée par de grands boucliers d'airain. Ainsi, le service n'est jamais interrompu, garantissant la réputation d'infaillibilité qui attire des capitaines de Crète jusqu'au golfe de Cyrénaïque. Les siècles défilent, des empereurs romains ajoutent des statues à la base, représentant Triton soufflant dans une conque. Un géographe arabe rapporte que, le soir, les pêcheurs voient la flamme se dédoubler sur la mer, phénomène dû à la réfraction que l'on nomme Fata Morgana. Pourtant, la terre gronde. 2 séismes majeurs ébranlent le socle. Le premier fait chuter les blocs d'habillage du cylindre. Le second fissure l'escalier. Des ingénieurs byzantins, dirigés par un maître des ponts et chaussées, renforcent l'édifice, ajoutant des arcs-boutants gothiques et remplaçant certains tambours par des blocs d'emprunt venus de temples païens abandonnés. Les chroniqueurs d'Aragon, lors de la 7e croisade, décrivent un phare encore imposant, mais déjà marqué de lézardes. Enfin, au XIVe siècle, 3 séismes successifs brisent la tour. La mer engloutit les blocs, qui s'entassent comme les vertèbres d'un colosse couché. Aujourd'hui, des plongeurs aux scaphandres modernes explorent les eaux turquoises autour du fort Qaitbay, bâti sur la base ruinée. Ils filment d'énormes statues d'Osiris mi-ensevelies sous des coraux oranges, découvrent des colonnes cannelées rongées par des éponges et des chapiteaux où s'abritent des seiches tachetées. Les archéologues relèvent dans ces vestiges submergés des marques d'outils, des symboles grecs indiquant le poids de chaque tambour. Ils rêvent d'une remise en place partielle, d'une restitution virtuelle qui permettrait à la lanterne antique de briller à nouveau dans les yeux de l'humanité. Ferme les yeux un instant. Écoute le ressac qui bat contre les blocs engloutis. Imagine la flamme mythique se refléter dans les coquillages nacrés et accueille l'idée que même noyé, le phare continue d'irradier un savoir capable de traverser océan, culture et millénaires. La nuit étend son voile de velours sur la Méditerranée. Les dernières lueurs du jour se dissipent, laissant le ciel se parsemer d'une myriade d'étoiles qui semblent allumer, une à une, les lampes de nos souvenirs. Nous voici revenus du long voyage, des rampes de Gizeh jusqu'aux profondeurs d'Alexandrie. Nous avons traversé sables et jardins, forêts de colonnes, cavaliers de marbre et clameurs de chantiers. Les 7 merveilles, telles des constellations terrestres,
ont relié les antiques civilisations par un fil d'ingéniosité et de foi, tissant autour de la Méditerranée une couronne faite de pierres, d'or et de légendes. Et pourtant, malgré les séismes, les incendies, les pillages et l'oubli, elles n'ont jamais vraiment disparu. Chaque fragment encore visible, chaque récit transmis, chaque rêve incarné révèle que le génie humain ne s'éteint pas. Il se transforme, se métamorphose, se perd dans la mer puis rejaillit plus loin, semblable à une braise charriée par le vent. Les ruines deviennent semences. Elles germent dans l'imagination des architectes. Elles nourrissent la curiosité des savants. Elles éveillent la flamme douce des conteurs qui, comme moi ce soir, transmettent leur lueur. Songe que derrière les blocs cyclopéens, les fresques effacées, les statues éparses, subsiste la trame invisible d'une fraternité. Milliers de mains anonymes, mêlées d'origines différentes, unies par la conviction qu'il est possible d'élever, face aux forces changeantes de la nature, un champ pérenne de beauté. Chaque pierre posée, chaque fresque peinte, chaque feuille d'or martelée porte l'empreinte d'une espérance commune. Dépasser la brièveté de notre passage sur terre, inscrire un message dans le silex du temps. Dire aux générations futures que nous avons existé, aimé, créé. Peut-être le vrai miracle est là. Non dans la masse stupéfiante de la pyramide, ni dans l'éclat du phare, mais dans la symphonie silencieuse qui relie carriers, sculpteurs, prêtres, savants, capitaines et auditeurs endormis sous ce même ciel d'étoiles. Et maintenant, doucement, laisse les images se refermer comme un livre précieux. La grande pyramide se fond dans le sable argenté. Les jardins suspendus replient leurs feuilles dans la brume. Zeus d'ivoire éteint la lueur des lampes. Artémis disparaît derrière un voile laiteux de rosée. Mosol, du haut de son quadrige, s'efface dans l'horizon. Le colosse de Rhodes laisse choir sa torche au cœur des vagues. Pharos, enfin, replie sa flamme sous la voûte marine. Elle reste là, invisible mais vivante, prête à s'éveiller dès que la curiosité humaine appellera à nouveau leur nom. Ferme les yeux, écoute le battement régulier de ton cœur se caler sur le rythme millénaire des pierres. Un battement de plus dans la longue respiration de l'histoire. Que le sommeil t'emporte paisiblement sur sa barque silencieuse. Les merveilles veilleront, paisibles gardiennes, et dans leurs ombres lumineuses grandira, en secret, l'étincelle de tes propres rêves. Peut-être, avant que tes rêves ne s'ouvrent tout à fait, laissons encore palpiter quelques instants la lueur discrète des torches antiques. Imagine que tu longes les ruines silencieuses d'un théâtre grec. Les gradins érodés se parent d'un voile de mousse argentée, tandis qu'au centre de l'orchestra, une statue brisée projette une ombre paisible sur le sable fin. L'air embaume la sauge sauvage mêlée au parfum lointain du myrte. Chaque pas fait résonner un écho doux, comme si la pierre te murmurait les secrets des cœurs disparus. Les étoiles, invisibles derrière un fin nuage, laissent de deviner leur présence par un frisson de lumière, discret mais tenace, rappelant la persistance des récits que nous venons de parcourir. Dans ce demi-silence, songe aux milliers de voix qui, siècle après siècle, se sont fondues en une seule mélodie. Ouvriers égyptiens chantant l'effort, horticulteurs babyloniens murmurant le nom des fleurs, sculpteurs grecs frappant le marbre haut, rythme d'un péant, navigateurs rhodiens saluant le lever d'Hélios, astronomes alexandrins consignant la course de Sirius. Leurs timbres se superposent comme des strates de temps. Et si tu tends l'oreille, tu peux entendre leur chorale secrète te bercer,
confondant passé et présent dans une harmonie feutrée. Laisse maintenant la brise nocturne effleurer ta joue. Elle transporte un goût salé, porteur d'échos de vagues rompues sur des jetées disparues. Sur la ligne sombre de l'horizon, une lumière imaginaire pulse lentement, vestige du miroir de Pharos, ou bien vibration résiduelle de la torche du colosse. Cette lueur cligne comme un phare intérieur. Elle guide non plus les navires, mais la pensée qui dérive doucement vers le rivage du sommeil. En la suivant, tu franchis la fine frontière où le réel se dissout dans le tissu vaporeux des songes. Et lorsque tu avances sur cette mince passerelle, l'esprit s'allège. Les blocs cyclopéens de la pyramide deviennent des grains de sable doré. L'ivoire de Zeus se fond en nuages d'albâtre. Les feuilles d'or d'Artémis s'élancent comme des lucioles. Tout se miniaturise, se simplifie, jusqu'à tenir dans le creux de ta main, fragile trésor que la nuit protège. À chaque respiration paisible, la Méditerranée intérieure se calme. La houle se convertit en un long souffle régulier, souvenir lointain du battement antique des rames. Les chiffres et dates, trop lourds pour accompagner le voyage, s'effacent. Ne reste qu'une certitude. L'élan humain vers la beauté traverse toute époque, toute langue, tout continent. Dans cette conviction, il y a de quoi déposer la tête plus lourde sur l'oreiller et sentir les épaules se détendre, comme si la pesanteur de l'histoire elle-même venait te border doucement. Quand enfin les paupières se ferment, la lueur du phare, ou peut-être simple reflet d'étoile, se transforme en étincelle discrète derrière tes yeux clos. Elle pulse au même rythme que ton cœur, rappelant qu'en chaque voyageur sommeille un bâtisseur de merveilles, prêt à ériger, dans la chambre silencieuse de l'esprit, des palais d'imagination que nul séisme ne pourra effondrer.